Il est 13 h. Bonjour à tous. Suite de la tournée dans les zones cotonnières du PDG de la CMDT, du président de l'Union nationale des producteurs de coton, l'objectif est de discuter avec les producteurs sur la campagne agricole 2012-2013, une campagne au cours de laquelle la CMDT table sur une production de plus de 500 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales. Nos envoyés spéciaux sont Karouna Konaté et Bourama Traoré. Issa Berté est un cotonculteur à Sungumba, un village situé à 50 km de la ville de Kouchala. Ce producteur exploite 11 hectares de coton. Le cinquantenaire estime avoir reçu les engrais et les matériels agricoles nécessaires pour la campagne 2012-2013. J'ai enfumé 8 hectares en fumier organique. Maintenant, le complément des 220 sacs va contribuer à enfumer tout le reste. Donc, concernant le complexe coton, j'ai eu toute la dose et puis l'urée aussi. En entrant quand même pour les autres, là, j'ai eu toutes les mises en place. Grâce à la subvention des engrais et aux autres soutiens de l'État, Issa Berté espère cette année sur une bonne production cotonnière. Notre cotonculteur y croit fortement pour avoir respecté à la lettre les conseils du service d'encadrement de la CMDT. Aujourd'hui, même si nous avions la pluviométrie adéquate, on ne peut pas avoir ces résultats. C'est un paysan qui est exemplaire, c'est un paysan qui est novice, qui s'adonne, qui respecte nos conseils. C'est pourquoi il a ces résultats aujourd'hui. Comme Issa Berté, plusieurs autres producteurs s'engagent à faire autant. Ici, la volonté commune est de dépasser les prévisions de 500 000 tonnes de coton-graines. La prévision pour la campagne 2012-2013, c'est 183 000 hectares pour une production attendue de 192 000 tonnes. Donc on a bon espoir. On a reçu tous les intrants. C'est dire tout simplement que la relance de la culture du coton semble bien partie, avec à la clé cette bonne nouvelle pour les producteurs de coton de la campagne 2011-2012. En mois d'août, on va les envoyer 20 francs comme ressources pour les encourager. Donc pour nous aujourd'hui, je suis très content en tant que premier responsable parce que j'ai vu que tout le monde est en train de s'engager, quel que soit l'encadrement des producteurs, et respecter les normes de semer. De son côté, le PDG de la CMDT a rappelé aux cotonculteurs de produire la qualité, car, dit-il, la quantité doit rimer avec la qualité. Nos pays africains ne représentent pas plus de 5% du niveau de production mondiale et c'est à peu près 12% des exportations. Donc, ce qui fait nous notre place sur le marché, c'est la qualité de notre production. Je pense que c'est un message que nous relayons depuis un certain temps. Les résultats sont appréciables. Cette tournée du PDG de la CMDT et du président de l'Union nationale des producteurs de coton se poursuit. Prochaine étape, la filière centre qui couvre une partie de la région de Koulikoro et celle de Ségou. 3 ans, c'est la durée du projet dénommé Initiative RNA pour une réforestation durable au plateau d'Ogon. Il sera exécuté par l'ONG Harmonie du développement au Sahel. Moustapha Doumbia nous en dit plus. Le projet Initiative Régénération naturelle assistée pour la réforestation durable au plateau d'Ogon vise à améliorer la durabilité de la réduction de la pauvreté et le développement, à renforcer les capacités des collectivités locales et organisations communautaires, à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Il sera exécuté par 5 ONG qui sont Sahel Eco, Amprod Sahel, Donco, l'AMCFE et HDS. La technique de RNA va consister à favoriser la croissance des rejets et aux jeunes pousses épargnées par des tailles d'entretien, élaguer les branches en cas d'excès d'ombre, abattre les pieds pour procéder à des éclaircies si la densité est jugée trop élevée. Initiative RNA pour une réforestation durable au plateau d'Ogon est financée à hauteur de 104 millions de francs CFA par 3 ONG néerlandaises, à savoir Wetlands International, Botends et le Comité international pour la conservation de la nature, IUCN. Il interviendra dans les communes de Dandoli, Dourou, Pelou, Soroli et Kenje. Sans environnement sain, il n'y a pas de développement. Quoi qu'on fasse, l'environnement joue un grand rôle et on ne peut pas construire un pays sans un environnement vraiment sain. J'engage les autorités du cercle à tous les niveaux de ne pas perdre de vue cet aspect et j'exhorte par la même occasion les sous-préfets, les maires, les chefs de villages et hameaux concernés par ce projet
de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Le projet Initiative Régénération Naturelle Assistée pour une réforestation durable au plateau d'Ogon s'attellera durant 3 ans à amener 5000 ménages à adopter la pratique de la RNA, à équiper 20 organisations communautaires de base, entre autres. L'association islamique Ansardine internationale du guide spirituel Chérif Madani Ousmane Aïdara apporte sa contribution dans l'élan de solidarité enclenché envers les déplacés du nord du Mali. L'association a remis un don estimé à 100 millions de francs CFA au Haut Conseil islamique du Mali. Il est composé de vivres et de moustiquaires et est destiné aux populations déplacées du nord du Mali réfugiées en République islamique de Mauritanie. Alpha Maïga, reportage. Nombreuses sont aujourd'hui les personnes déplacées du nord du Mali vers les pays voisins. Elles ont quitté leur pays d'origine à cause de la crise sécuritaire sociopolitique qui prévaut au Mali. Et c'est justement pour venir en aide à ces personnes déplacées, estimées à 65 000 selon une source de l'ambassade de la Mauritanie au Mali, que l'association Ansardine du guide spirituel Chérif Madani Ousmane Aïdara a initié cette caravane humanitaire de dons. Le don destiné aux Maliens réfugiés en Mauritanie est composé essentiellement de vivres, de vêtements. Le tout estimé à 100 millions de francs CFA. Ansardine International ne compte pas s'arrêter là. Les jours à venir, une autre caravane humanitaire est en vue pour porter secours à nos compatriotes réfugiés au Burkina Faso et au Niger. Ce geste de devoir religieux vient ainsi appuyer les différentes actions de solidarité du gouvernement de la République du Mali. Tout cela en attendant un dénouement heureux à la crise. L'islam, ce n'est pas seulement qu'on prie. Tu pries d'abord, mais avec tout ça, l'islam demande aussi à tous les musulmans d'aider ton prochain. Et le prophète même a dit, si tu aides quelqu'un dans la difficulté, Dieu t'aidera aussi, Yom al-Qiyamah. On est unis ici. Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, l'association Ansardine internationale du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Aïdara plaide pour un Mali laïque, un Mali un et indivisible. Soirée culturelle dénommée La Voix d'Or de Kasso, organisée par le collectif Néolight, Gakou Reportage et la radio FR3. Cette soirée avait pour objectif de revaloriser la langue kassouké et d'évoquer la crise qui traverse notre pays. Le reportage de Garibou Pérou. La formule rationnelle pour se distinguer des autres est sans nul doute celle du facteur linguistique. La communauté kassonké a bien compris cette formule en accentuant par une soirée culturelle dénommée La Voix d'Or de Kasso. Une occasion pour les leaders culturels de soutenir nos riches valeurs sociétales. Le peuple kassonké, comme on le dit, ça vient du mot Kassa. Le Kassa qui a été porté par les Peuls de Massina. La langue kassonké se mélange souvent, il y a des mots Peuls là-dedans et il y a aussi le mot malinké. Nous demandons toujours à tous les Maliens de faire preuve de sagesse d'abord, c'est très important parce que la violence ne résout aucun problème. Ceux qui sont venus à nous par la violence, nous voudrons bien les accueillir et leur montrer que la violence n'est pas le chemin d'or. Il ne s'agit pas d'une simple réjouissance. Cet événement pour les plus jeunes est une occasion d'apprécier les pas originaux du terroir, rythmant au son des instruments. Cette soirée culturelle est aussi un cours de pédagogie dont a profité le public qui a effectué les déplacements. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture et beaucoup d'histoire. Ça ressemble à un cours d'histoire. Je veux qu'on reprenne chaque année parce que c'est bien de découvrir notre culture et puis beaucoup de trucs. La Voix d'Or de Kasso est une initiative du collectif Néon Light, Gakou Reportage et Radio FR3. Elle a enregistré la présence du professeur Babou Nyang, diplômé de l'Institut de 77 secrets de la magie noire de Bombay en Inde. Le but de cette soirée est de revaloriser l'art et la culture kassonké à travers le monde. La culture, a-t-on coutume de dire, se termine là où s'arrête la nature.
Et place au grand format de ce journal. Il est consacré à l'industrie hôtelière qui connaît depuis un certain temps des difficultés liées à la situation politique et sécuritaire du moment. Les conséquences sont nombreuses, parmi elles surtout le ralentissement des activités dues au manque de clients pour gérer cette crise. Autrement, pour ne pas mettre la clé sous le paillasson, les responsables de ces établissements hôteliers ont mis en place chacun une stratégie. Notre équipe de reportage dirigée par Amadou Sankari a fait le tour de quelques hôtels de Bamako. Son reportage. À cause de la situation politique et sécuritaire difficile que vit notre pays, l'activité économique semble quelque peu ennuyeuse. Parmi les domaines affectés, on peut citer celui de l'hôtellerie qui contribue pour beaucoup à l'économie nationale. En faisant un tour dans certains établissements hôteliers de la capitale, on constate que les activités sont au ralenti, comme par exemple à l'hôtel Mirabeau, la résidence Ouassoulou, 2 établissements de même standing, 3 étoiles. Au niveau de l'hôtel, nous avons 48 chambres et à ce jour, nous avons 3 chambres d'occupées. Donc vous voyez, ça fait 45 chambres de vide. Quand vous allez à la réception, vous allez voir les clés, elles sont arrêtées comme ça. Vraiment, ça fait mal au cœur, quoi. C'est très 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 difficile parce que on peut faire 3 semaines sans avoir un seul client. L'hôtel est fermé. Également au niveau des hôtels d'affaires, même constat. Le 22 mars, on était à 100% de taux d'occupation. Aujourd'hui, on a 7 clients. La situation va très mal. C'est le secteur le plus touché, l'hôtellerie, surtout que la majorité de nos clients viennent de l'extérieur. Nous subissons de façon difficile cette crise. Pour faire face à cette nouvelle donne, les responsables des différentes structures ont pris certaines mesures et ces dispositions varient d'un établissement à un autre. C'est un grand manque à gagner pour nous. On n'arrive plus vraiment à joindre les 2 bouts au niveau de l'hôtel. Donc ça fait que on a été obligé de négocier avec notre personnel, au lieu de les mettre en chômage technique, le 50-50, c'est-à-dire 50% de salaire. Et ils ont adhéré, ils préfèrent avoir 50% de salaire parce que c'est la première chose qu'il faut regarder, le côté social. On a 249 employés dont les emplois sont menacés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les emplois de ces 249 personnes sont menacés aujourd'hui. On a pris sur les congés jusqu'en 2013. On a mis les gens en congé, on les a mis en congé, on a fait une fermeture. Maintenant, la seule chose qui reste, si les activités ne redémarrent pas, on serait obligé d'envisager de mettre une partie du personnel en chômage technique. Souvent, il faut que moi-même, je mette ma main dans ma poche pour pouvoir payer même les personnels et puis les petits besoins de l'hôtel. On a constaté que l'ambiance n'est plus la même. Il n'y a pas autant d'affluence que nous avons l'habitude de le voir. C'est ma 3e fois d'utiliser cet hôtel et donc j'ai remarqué qu'il y avait une différence quand même en ce qui concerne l'affluence et puis l'ambiance. Le service est impeccable, je dirais. Je pense qu'ils sont à nos petits soins du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Même avec cette situation difficile, les hôtels font face à certaines obligations. Qui est client ou pas, tu es obligé quand même de payer le minimum que tu peux payer pour les impôts. Donc si quand même ils pouvaient quand même voir ce côté pour nous. L'EDM, c'est le même coût. Nous, on peut être fermé ici pendant 1 mois. J'ai dit fermé parce qu'on peut faire 1 mois sans trouver un client. Et l'électricité tombe et rien ne change. Quand la crise est là, il faut réduire la voilure. Il faut réduire les consommations, il faut peut-être désaffecter certains appartements, certains niveaux dans des établissements hôteliers pour réduire la consommation, pour adapter la consommation au mieux à l'activité. La crise, c'est une situation difficile. Chacun doit faire des efforts sur lui-même, doit faire des efforts d'adaptation pour justement pouvoir la traverser. L'accompagnement du point de vue coût du secteur est assez difficile. Il faut qu'on soit innovant. Il faut que nous profitions de cette période d'accalmie pour réfléchir, pour réformer, pour nous adapter au monde moderne. C'est un temps de répit, certes, qui fait mal, mais c'est un temps de réflexion
Et c'est un temps de mise de jeter les bases d'une vraie reprise. Le jour où les choses vont marcher, qu'on n'ait plus à revenir en arrière pour réfléchir. En cette période de vache maigre, pour tenir le cap, il faut être imaginatif. Nous nous sommes dit qu'il faudrait faire une stratégie qui puisse quand même amener la clientèle locale. Malheureusement, même la clientèle locale a des réticences. Quand je parle de la clientèle locale, c'est des clients, des amis qui viennent, qui consomment au niveau des différents points de vente. Il s'agit en l'occurrence du coffee shop, du bar, de la piscine. Nous savons que l'État a à faire face à beaucoup de choses. Mais pour les hôteliers, vraiment pour l'entretien des choses, l'électricité, il le faut. Pour la sécurité, l'eau, il faut pour les VRD. Le personnel. Il y a des hôtels à Mopti, je prends un exemple pour Mopti. Mopti, en un jour, ils ont fermé 4 hôtels. Les solutions possibles seront mises en œuvre. L'examen de la situation sera fait. Et nous verrons comment on peut pallier, satisfaire tant soit peu dans la mesure des possibilités. Malgré cet état de fait, l'espoir reste intact et surtout quand la marmite bout. Et un mot de sport avant de nous quitter. Victoire des Aigles du Mali sur les Fennecs d'Algérie, 2-1 hier soir à Ouagadougou. C'était au compte de la deuxième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2012. Seydou Keita et ses partenaires ont pu se racheter après la défaite face au Bénin, suivant les 3 buts marqués du match. Il y a pas mal de Maliens ici au Burkina Faso. Et il faut déclencher des frappes à distance. Attention, et voilà le but. Sur la 79e minute déjà il a marqué. Alors que nous voilà. Le ralenti. Vous voyez un peu, faute de main du portier. Et c'est là, c'est pas ces gens du tout. Tito, le nouvel entraîneur. Et c'est le but. L'égalisation ici au stade du 4 août pour les Aigles du Mali. Égalisation signée Ndiaye Mahmoudou. Et voilà qui relance complètement la partie. Mais jusque-là, ça n'a pas encore donné le résultat escompté. Et attention, but. Et c'est le deuxième but malien ici au stade du 4 août, signé Maïga Modibo, qui délivre les Aigles et le Mali. Et voilà, c'est la fin ici. Au stade du 4 août, 2-1 pour les Aigles et le peuple malien. Voilà, beaucoup d'émotions jusqu'à présent. Félicitations aux Aigles. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. À 20h, vous serez avec Aoui Touré. Et merci à nos téléspectateurs du nord du Mali vivant sous occupation. Avec vous, nous sommes de cœur et d'action. On ne vous oublie pas. Merci à tous.